Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, les enfantines de Valérie Larbaud. Enfantines. Des histoires d'enfants. Écrites par Valérie Larbaud, dont je connaissais les poésies de A.O. Barnabous. Un vieux souvenir. Valérie Larbaud, un auteur peut-être un peu oublié de la première partie du XXe siècle. Et pourtant un auteur qu'on lit avec beaucoup de plaisir parce qu'il saisit très bien dans ses enfantines, ses histoires d'enfants, le monde et le langage des enfants. Alors, entrons un petit peu dans ce monde merveilleux, mais parfois dur aussi, de l'enfance. Il y a par exemple une nouvelle, L'heure avec la figure, dédiée à Francis Jourdain. Le premier beau soir a dressé son camp dans le jardin et a placé un rayon en sentinelle à chacune des fenêtres de la maison. On imagine un contour de joues roses, un regard bleu, une grande sœur blonde qui se penche à contre-jour. Mais il ne faut pas se retourner vers la fenêtre. Il ne faut pas bouger, pas même soulever un doigt. La pendule sur la cheminée marque 5h05. Monsieur Marcat est en retard de 5 minutes. Et c'est bon signe. S'il allait encore une fois manquer l'heure de la leçon, ou s'il n'arrivait qu'à la demie, il n'y aurait plus qu'une demi-heure de solfège. Il ne faut pas bouger. Le moindre mouvement pourrait le faire venir. Il faut laisser faire la destinée. Le moindre mouvement pourrait embrouiller un écheveau quelque part. Rester assis sur le fauteuil, face à la cheminée, et se taire, comme le piano ouvert et le livre fermé, sur la couverture duquel l'enfant Mozart accorde son violon. 5h07. Oh, plus vite le temps, plus vite. 10 petites pensées vont s'atteler à la grande aiguille et tâcher de la faire descendre un peu plus vite, vers sa petite sœur qui l'attend tout en bas, entre 5 et 6. Le visage aux yeux bleus et l'ombre rose et blonde à la fenêtre s'effacent. Et le ciel sévère du soir se disperse en flaques blanches dans les glaces, les vitrines et les meubles cirés. Et un petit garçon, assis dans un fauteuil, attend son maître de solfège. Un meuble craque. Il sonnera. C'est une demi-heure pour se préparer à le recevoir, pour prendre congé des pensées si douces et si chaudes auxquelles on donnait audience. Le quart. Un angle obtus est devenu un angle aigu. Et maintenant, la grande aiguille devrait descendre plus vite puisqu'elle penche davantage. Sûrement, elle doit descendre plus vite. A-t-on pensé à ça quand on a fait la pendule? Ou bien a-t-on mis une espèce de frein qui fait descendre la grande aiguille aussi lentement qu'elle remonte le cadran de l'autre côté du 6? Il peut venir d'une seconde à l'autre. Un quart d'heure de retard n'est rien. 20 minutes, c'est déjà plus sérieux. Alors les chances d'avoir une heure vide et libre augmenteront. C'est une heure de traversée, comme entre Pornic et Noirmoutier. 5 heures est le rivage qui a déjà disparu. La demie sera la pleine mer, où un soleil blanc se brise sur le plancher de verre noir qui s'enfle et retombe, tandis que la pensée cherche à saisir l'instant où on est juste au milieu du voyage. Une heure libre peut-être, mais vide, sans jeu. Il ne faut pas bouger. Le moindre mouvement ferait chavirer le canot où, sur l'océan du temps, un petit garçon pagaille de toutes ses forces entre 5h et 6h. Heureusement, contre l'ennui,
voici la figure. Elle est facile à retrouver, quand on sait. Mais l'enfant est seul à savoir. Lui seul a vu la figure dans les veines du marbre de la cheminée. Une longue figure sérieuse et jeune, toute rasée avec des yeux profonds et un front étroit à demi caché sous une couronne de feuillage. La petite bouche noire est entr'ouverte. Plus qu'à la dernière visite, on dirait. Si la figure allait parler. Avec quelle inimaginable petite voix, une voix de marbre, sans doute. Non, elle se tait. Figure, nous nous comprenons sans parole. J'ai gardé ton secret, prince enchanté. Je n'ai dit à personne qu'il y avait une figure dans les veines de la cheminée, et j'ai empêché les gens de regarder de ton côté. Mais les grandes personnes ne savent rien voir, heureusement. Noble figure, quand cessera ton enchantement? Demain, ou dans un mois peut-être, ou dans un an? Ce sera la nuit sans doute. Ton temps sera fini, tu quitteras la cheminée, et le lendemain, à la place de la figure, il n'y aura rien que le vert profond du marbre, et ces veines dorées, cette écriture que les hommes n'ont pas encore appris à lire. En attendant, figure, viens t'asseoir dans mon petit canot. On a sonné. La porte va s'ouvrir, et monsieur Marcat et le solfège entreront avec leur odeur de tabac, et leurs mains vieilles, et leurs ongles épais, recourbés et brunis par les cigarettes. Toutes les petites pensées se cachent, et le canot manque de chavirer, et la figure se confond avec les veines du marbre. Fausse alerte. C'est à la porte de service qu'on a sonné. Figure, reviens, et partons ensemble pour une promenade dans les bois. Comme c'est curieux, ce pouvoir d'imaginer les bois, comme si on y était, tandis qu'on reste là, dans le fauteuil. Il faudrait faire attention à cela, suivre cette idée. Mais les sentiers du bois sont plus amusants à suivre. Ainsi, une petite pensée vient, comme une abeille, bourdonner à la porte de la ruche, trouve la porte fermée et s'envole vers des fleurs. Un petit vaisseau fait de pensées s'en va au pays qui s'appelle les bois, emportant dans un précieux coffret de pensées la noble figure couronnée. On arrive, on demande l'entrée du port de feuillage, on écarte les premières branches, on s'enfonce dans la verte noirceur, on rencontre un rayon tout seul, on suit le sentier aux mille secrets, on traverse le chemin en taillis où il n'y a que des feuilles à voir, et au-dessus des feuilles, un chemin bleu pareil au chemin rose du bois, et qui est un chemin de ciel. Rien ne bouge dans la lumière immobile, sinon là-bas, le petit tremble qui frissonne en plein midi, ou qui fait signe, peut-être. Encore une fois, on plonge dans l'ombre, et sous les branches où la terre sèche, sous l'herbe chaude, garde fidèlement de vieilles traces de roues d'une très ancienne année où on avait coupé les arbres. Alors on avait vu la forme du coteau. Et soudain, on est sous les pins, la garde impériale des bois, immobile et haute, avec ses étendards et ses fanions rouges et or. Mais voici le sentier qu'on n'a jamais osé suivre jusqu'au bout, et qui rencontre à son tournant le plus sombre, un ruisseau presque oublié et sans nom, dont l'eau brune coule à peine sous un toit de branches entrecroisées qu'elle reflète tristement. Plus loin, on croise un sentier qui mène peut-être au chemin de l'Orvet, mais qui est étouffé par les longues lianes rouges de ronces. Plus loin, on se trouve suspendu au-dessus d'une clairière qu'occupe une horrible nation de chardons géants. Et après, c'est une prairie avec une mare où trempent 2 bancs de laveuses. Et après, c'est la haute futaie qu'habite, tout seul, un grand oiseau triste qui part soudain avec le bruit d'une armoire qu'on ouvre. Et c'est tout près de là qu'un jour, on a vu une caisse grillée à côté d'un piège à loup. Et en se penchant sur la grille, on a vu passer et repasser un chat gris aux yeux bleus d'enfant. Et tout à coup, on est à la lisière du bois, au bord du grand ruisseau. Et sur l'autre rive commence
la prairie et le soleil, et on reconnaît le pli de la colline, et on voit en haut un coin du toit de la maison. Le sentier descend et s'élargit et descend encore, tandis qu'une dernière branche cherche à nous retenir. Et passé la passerelle de bois, nous voici hors du royaume des arbres. Figure, noble figure, en attendant l'heure de la délivrance, allons faire un autre voyage dans les continents du soleil couchant. Le ciel au-dessus du jardin est comme la carte, bleue et dorée, d'un autre monde. 6h moins 10, sauvé, monsieur Marcat ne viendra pas. On peut bouger maintenant, descendre du canot, saluer d'un clin d'œil imperceptible la figure, qui reste dans le marbre, un peu triste et interdite, avec sa bouche entr'ouverte, et ranger en silence le canot de songe dans le port enfin atteint. Nous voici hors de l'ombre et du danger. Une hirondelle lisse son plumage après l'ondée. Mais dans la profondeur du marbre, la figure attend encore la fin de son enchantement. Elle l'attendra encore quand nous aurons 20 ans. Et les enfants qui viendront après nous découvriront à leur tour. Voilà une de ces nouvelles des enfantines de Valérie Larbaud. Il y en a d'autres, Dolly ou La Grande Époque, une sorte d'épopée enfantine dans un jardin avec les 3 héros, la révolte des grands chefs, l'île paisible, la guerre dans l'île, ou encore Jeanne d'Arc, Murat et le prince noir. Bref, c'est l'imagination de l'enfance, du jeu, qui même dans les moments d'ennui comble le vide. Aujourd'hui, on ne laisse pas les enfants s'ennuyer, et c'est une erreur fondamentale. Un enfant ne s'ennuie pas quand on croit qu'il s'ennuie. Il rêve, il joue. Et c'est ce jeu qui se poursuit dans l'écriture, qui se poursuit dans la littérature et dans la lecture, que nous montre Valérie Larbaud. En restant enfant, ce livre n'est pas un livre écrit dans l'enfance, il est écrit bien plus tard, 1950. Mais il garde cette fraîcheur, cette naïveté de l'enfance, comme quelque chose de précieux dont on sait que ça ne reste pas. Il est aussi question de la fin de l'enfance, de ce moment entre deux de l'adolescence. Cela se termine par Portrait d'Eliane à 14 ans. La naissance du désir amoureux chez cette adolescente, encore enfant, mais plus vraiment enfant. Écrire l'enfance, écrire à partir de l'enfance, mais sans partir de l'enfance. Trouver une écriture d'enfant et entrer dans la tête et dans l'émotion, l'imagination des enfants. Voilà ce que réussit à faire Valérie Larbaud dans ses enfants.